Première question. Si un titre possède un bêta négatif, alors la corrélation entre le titre et le marché est nécessairement négative. Donc, bêta est mesuré en prenant la covariance et en divisant par la variance du marché. La variance du marché, c'est un chiffre qui est au carré, donc il ne peut pas être négatif. Donc, si le bêta est négatif, la covariance doit nécessairement être négative. Et de même, quand on veut faire la corrélation, on prend la covariance divisée par l'écart-type du titre et l'écart-type du marché. Vu que les variances sont positives, les écarts-types, c'est des racines carrées, c'est les racines positives. Donc, le dénominateur ne peut pas être négatif. Donc, si le bêta est négatif, par défaut, on va avoir une covariance négative. Covariance négative divisée par sigma du titre, sigma du marché, qui sont tous les deux positifs. Donc, la corrélation doit nécessairement être négative. Si la corrélation entre le titre et le marché, le bêta peut être positif. Bon, si la corrélation entre le titre et le marché est négative, ça veut dire que la covariance, encore une fois, doit être négative, divisée par sigma du titre et sigma du marché. Donc, la covariance, elle est négative, sigma va tout le temps être positif. Et bêta, ça va être cette covariance négative divisée par la variance du marché qui est positive. Donc, nécessairement, le bêta doit être négatif. Donc, la réponse, elle est fausse. Un portefeuille est composé de N titres risqués. Le risque global du marché peut être éliminé si N est très grand et si les corrélations entre les titres ne sont pas parfaites. Quand on a de la diversification, alors quand on a 15 titres dans notre portefeuille, on commence à avoir des bénéfices de diversification. C'est-à-dire que les risques spécifiques à chaque compagnie, ils viennent s'annuler entre elles. Par contre, le risque global du marché, en anglais, ça s'appelle Non-Diversifiable Risk, Market Risk. Le risque du marché lui-même ne peut pas être diversifié. Un portefeuille diversifié en 2009, tu aurais quand même eu un crash. Ton portefeuille aurait perdu 50 en 2009. De même, en 2020, en mars 2020, un portefeuille diversifié, le risque du marché ne peut pas être éliminé. Un portefeuille composé de N titres risqués. Le risque spécifique de chaque titre peut être éliminé si N est très grand et les corrélations ne sont pas parfaites, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, si les corrélations ne sont pas parfaites, tu as Scotiabank, tu as Carnival, tu as Walmart dans ton portefeuille, les corrélations ne sont pas parfaites entre elles et donc on va avoir des bénéfices de diversification, surtout si N est assez grand. Par contre, en cours, je vous ai dit, si j'ai un portefeuille avec Scotiabank, BMO, TD, CIBC et Banque Royale, je veux dire, les corrélations sont quasiment parfaites. On ne va pas avoir des bénéfices de diversification parce que les corrélations sont quasiment parfaites. Si la corrélation entre deux titres est parfaitement négative, les bénéfices de diversification sont nuls. Premièrement, si on a une corrélation parfaitement négative, parfait, mais on va voir si deux titres ont un rendement de 10 puis les corrélations sont négatives, je veux dire, il n'y a pas une situation où est-ce qu'on a des meilleurs bénéfices de diversification. Alors, un bon exemple de ça, ce serait un put sur un titre. On va voir les puts en revenant au cours 7. Alors, un put, c'est une option de vente. Quand le titre perd de l'argent, le put gagne de l'argent. Et si on a l'action en même temps. Alors, l'action, si l'action monte, on fait de l'argent. Si l'action baisse, on fait de l'argent. Alors, un put agit comme une assurance vie sur une action. Individuellement, les deux sont très risqués, mais si on met les deux ensemble, on enlève quasiment tout le risque de notre portefeuille. Et on a quand même, alors on a des très forts bénéfices de diversification. Alors, si le rendement attendu d'un projet est plus petit que le coût moyen du capital, on doit nécessairement refuser le projet. Oui, ça, c'est plus vu en finance 2. Alors, si le coût du capital de la firme, c'est 5 on escompte tous les projets à du 5 Si le rendement du projet est du 4 on devrait refuser le projet. On ne va pas emprunter à 5 pour investir à 4 Si le rendement attendu du projet est plus petit que le rendement attendu des actionnaires, on doit nécessairement refuser le projet. Alors, le rendement attendu des actionnaires, c'est le rendement que les actionnaires s'attendent sur une action. Et si le rendement attendu du projet, doit être au moins aussi grand que le coût moyen pondéré du capital. Généralement, la composante action, les actionnaires s'attendent au rendement le plus élevé parce qu'eux, ils prennent le plus de risques. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas.
Alors, le coût du capital de la firme peut être 5 %, les actionnaires s'attendent à du 15 %. Si le projet fait du 10 %, on devrait quand même accepter le projet, mais si les actionnaires recevraient du 10 %, ce n'est pas les actionnaires qui reçoivent le 10 %, c'est tout l'ensemble de la firme. Alors, si on emprunte à du 4 % puis des preferred s'attendent à du 6 %, on va faire baisser le coût moyen pondéré du capital de la firme. Alors, question. Si le coût de la dette est plus grand que le rendement attendu de la dette, alors un remboursement de la dette par des émissions des actions doit nécessairement réduire le coût du capital de la firme. Ça, c'est plus en finance 2. Honnêtement, je ne demanderai pas cette question maintenant parce qu'elle est très futée. Alors, si le coût de la dette, ça coûte plus cher emprunter que émettre des actions, déjà là, il y a un problème avec ton modèle parce que la dette, c'est moins risqué que des actions. Alors, si les actionnaires s'attendent à moins que de la dette, tu es probablement dans une économie en détresse. Alors, je dirais comme une économie où est-ce qu'on a de l'hyperinflation. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on émet des actions, si le coût de la dette, si c'est emprunté, ça coûte 10 % puis les actionnaires s'attendent à 9,5 %. On aurait tendance à dire on va racheter de la dette à 10 % en émettant des actions à 9,5 %. Mais la dette, elle est déductible d'impôt. 10 % avant impôt, c'est peut-être 6 % ou 7 % après impôt. Et c'est pour ça que la réponse, elle est fausse. Mais déjà là, si le rendement des actionnaires est plus petit que le coût de la dette, il y a quelque chose qui se passe qui est étrange. Alors, je ne poserai jamais cette question maintenant. Les dividendes des actions privilégiées sont déductibles d'impôt, mais pas les dividendes des actions ordinaires. C'est faux. C'est juste les intérêts qui sont déductibles d'impôt. Les gains capitaux et les dividendes ne le sont pas. Si le taux d'intérêt du marché est à la baisse, le prix d'une obligation d'épargne peut être à la hausse, à la baisse ou demeurer inchangé. C'est faux. Quand les taux d'intérêt baissent, rentrez n'importe quelle valeur dans votre calculatrice pour une obligation corporative. N'importe quelle valeur. Maintenant, changer le taux d'intérêt à la baisse, le prix de l'obligation va nécessairement monter. Alors, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur d'une obligation augmente. Quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur d'une obligation baisse. Pourquoi? Moi, j'ai une obligation d'épargne du Canada qui me paye 30 $ par année pendant 10 ans. Disons, 30 $ par année pendant 11 ans et 1 000 $ à la toute fin. Alors, le taux d'intérêt du marché est de 3 %. L'année prochaine, le taux d'intérêt chute à 2 %. Alors, une obligation, il me reste 10 ans à mon obligation, je reçois 30 $ par paiement. Le taux d'intérêt a baissé à 2 %, donc une obligation d'épargne de l'année prochaine serait émise pour 1 000 $ avec un paiement de 20 $ par période. Moi, j'ai la même obligation qui paye 30 $ par période. Donc, nécessairement, elle doit valoir plus. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, j'ai une obligation qui me paye 30 $ pendant 11 ans. L'année prochaine, les taux d'intérêt augmentent à 4 %. Donc, une obligation d'épargne dans une année pour 10 ans paierait des coupons de 40 $ et coûterait 1 000 $. Moi, mon obligation, elle paye juste 30 $, donc elle va valoir moins que 1 000 $. OK. Alors, choix de réponse 1. Une rente paiera R par année pendant N années avec le premier paiement dans H années, le taux d'intérêt I, lequel de ces énoncés est faux. Alors, on avait deux rentes. Alors, on a une rente immédiate et une rente due. Alors, si vous faites une ligne de temps, alors c'est très difficile à expliquer pourquoi le premier paiement se fait dans... Ah, OK, oui, je peux vous dire immédiatement pourquoi il y a une erreur ici. Alors il y a N paiements, mais ici, si on remarque, ça va de H à H plus N. Alors, il y a N plus une paiement. Alors, c'est la raison pourquoi celle-ci, elle est fausse. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a H plus N paiement, on enlève les H premiers. Ici, on a H plus N moins une paiement, on enlève H moins un paiement, alors il reste N paiement. Ici, on regarde, on calcule la valeur d'une annuité immédiate et on laisse compte. Et ici, on calcule la valeur accumulée d'une annuité immédiate et on laisse compte. Alors, ils sont tous vrais, mais ici, si vous remarquez, on a N plus une paiement. Si le premier paiement se fait à H et il y a N paiements, le dernier paiement devrait se faire à H plus N moins 1. Encore une fois, des questions comme ça, je ne pose plus des questions comme ça à l'examen. Une rente paiera R à la fin des N premières années.
Cette rente paiera 2 R à la fin des N années suivantes. Cette rente paiera 3 R à la fin des N années suivantes. Donc, pendant 10 ans, on reçoit 1000 $. Les 10 années suivantes, on reçoit 2000. Les 10 années suivantes, on reçoit 3000. Lequel de ces énoncés est faux? Donc, la valeur au temps t est égale à 0. Bien, ça veut dire qu'on a... qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait dire, je reçois 3000 pendant 30 ans. Je vais enlever 1000 pendant les 2000 premières années et je vais enlever 1000 pendant les 10 premières années. Alors, question A, elle est vraie. La même chose, je peux calculer la valeur accumulée. Alors, je vais avoir 1000 qui est accumulé pendant 30 ans, 1000 qui est accumulé pendant 20 ans, 1000 qui est accumulé pendant 10 ans. Cette valeur, elle est calculée au temps t est égal à 30 et je ramène ça au temps t est égal à 0. Pour la question suivante, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux tout simplement calculer la valeur. Alors, si c'est des annuités dues, mon calcul se fait au temps 1. Alors, la valeur de 10 paiements au temps 1 ramenée au temps 0. La valeur de 10 paiements de 2000 au temps 11 ramenée avec 11 périodes d'intérêt. La valeur de 3000 $ au début du temps t est égal à 21 et je ramène ça au temps t est égal à 0. Alors, D, c'est vrai. Et même chose pour les valeurs accumulées. Alors, la valeur accumulée, c'est des rentes immédiates. La valeur accumulée se ferait au temps t est égal à 31. Alors, t est égal à 11, t est égal à 21 et t est égal à 31. Et je ramène le tout au temps t est égal à 0. Pourquoi est-ce que la réponse C, elle est fausse? Alors, je vais regarder ça. Alors, c'est la valeur accumulée de N paiements. Alors, 10 paiements de 1000 au temps 0, ça a l'air d'être vrai. Ici, ce serait 2000 $ accumulés, la valeur escomptée de 2000 $ pendant 10 ans, ramenée à 0. Alors, ce n'est pas R. Ici, ce serait 3000 $ calculé au temps t est égal à 20, ramené au temps t est égal à 0. Alors, c'est la raison pourquoi C, elle est fausse. Alors, à votre examen, vous allez avoir juste des problèmes à développement. Alors, un portefeuille est composé de 3 titres différents. L'actif sans risque. Alors, l'actif sans risque a 0 de risque et généralement 3 % de rendement. L'actif X, qui a un rendement attendu et une dispersion autour du rendement attendu. Et l'actif Y avec un rendement attendu, R, et une dispersion autour de cette moyenne. On dit que le rendement de X est plus grand que le rendement de Y, mais le risque de X est plus grand que le rendement de Y. Et la corrélation entre X et Y n'est pas parfaite, ni positive ni négative. Alors, indiquez sur le graphe suivant les 5 portefeuilles suivants. Un portefeuille composé seulement de l'actif sans risque, alors on a 0 risque et on a du 3 % Un portefeuille qui est composé juste de l'actif Y, alors l'actif X a plus de rendement, que Y, mais a aussi plus de risque que Y. Alors, Y se trouve quelque part ici. Le portefeuille composé des titres X et Y de variance minimale, ben la variance minimale, ce serait C. Un portefeuille avec rendement plus grand que le taux sans risque et un risque plus petit que la variance minimale. Alors, c'est n'importe quoi entre A et C. Alors, n'importe quoi ici, sur cette ligne, fonctionne. Un portefeuille composé 120 du portefeuille P optimal, qui est ici, et en empruntant 20 % au taux sans risque. Donc, on emprunte 20 % au taux sans risque. Alors, 20 % qui est emprunté à du 20 % et on a 120 % qui est investi dans le portefeuille P, qui est la tangente. Alors, on a encore plus de rendement. Alors, on avait fait ça au cours 6. Alors, c'était la diapo du cours 6. OK. Une action paye un dividende au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, donc à chaque 6 mois. L'action est achetée le 1er octobre 2015 pour 50 $ et vendue le 1er avril 2017 pour 63,37 $. Le taux de rendement de cette action est de 21 %. Alors, c'est le taux de rendement annuel. Que doit être le montant du dividende? Donc, si 21 % c'est le rendement annuel, c'est quoi le taux d'intérêt semestriel? Alors, 1 plus effectif est égal à 1 plus I2 sur 2 au carré. Donc, on isole I2 sur 2, ça nous donne du 10 %. Alors, j'ai payé 50 $ au 1er janvier, au 1er octobre 2015. Alors, au 1er octobre 2015, j'ai acheté l'action. J'ai reçu
un premier dividende 3 mois plus tard, au 1er janvier 2016, au 1er juillet 2016, un troisième dividende au 1er janvier 2017, et 3 mois plus tard, j'ai vendu l'action. Donc, quelle est la valeur des 3 dividendes? Bien, c'est une annuité. Alors, au 1er janvier 2016, la valeur des 3 dividendes, c'est une annuité due de 3 paiements de X, le dividende, escompté à du 10%. Ce calcul se fait au 1er janvier. Donc, pour ramener ça au 1er octobre, je dois ramener ça avec 3 mois d'intérêt. En plus, par la suite, j'ai vendu l'action au 1er avril 2017, donc 1 an et demi après l'avoir acheté. Alors, 50 $, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, au 1er janvier, j'ai la valeur des 3 dividendes. Je ramène ça pour le 1er octobre, alors 3 mois. Et je vends l'action le 1er avril 2017, donc dans 1 an et demi, pour 63,37. Je vais ramener ça avec 21% par année pendant 1 année et demie. Ou ben donc, j'aurais pu tout simplement j'aurais pu faire 1,1 à la 3. Alors, il y a je vends l'action dans 18 mois, donc 3 semestres ou 1 année et demie. Et donc, ici, par contre, c'est un peu comme dans votre TP, la question 17. Alors, 50 $, c'est le prix. Ah, mais avec ce qui est au numérateur, je ne peux pas faire ça avec la calculatrice. Donc, je dois calculer la valeur. OK, alors le prix de l'action, c'est égal à la valeur actuelle des dividendes plus la valeur actuelle du prix de revente. Donc, le tout ramené au temps t est égal à 0 et en conséquence, je suis capable d'isoler mon dividende. Donc, si vous faites un dividende de 92 cents, vous calculez la valeur actuelle de 3 dividendes à 92 cents. Ce calcul se fait au 1er janvier. Vous escomptez ça avec 3 mois d'intérêt, plus le 63,37 $ reçu dans 18 mois. Vous escomptez avec 1 année et demie d'intérêt et vous ramenez ça au temps t est égal à 0. Ça devrait vous donner un prix d'achat de 50 $. Question numéro 3. La moyenne de X, c'est 3. La dispersion de X ou l'écart type de X, c'est 0,5. La moyenne de Y, c'est 4. L'écart type, c'est 0,4. La variance de 0,2x plus 0,8y plus 5 est égale à 0,114. Quelle est la corrélation entre x et y? Pour calculer la corrélation entre x et y, je dois savoir quelle est la covariance entre x et y divisé par l'écart type de x, l'écart type de y. Je connais l'écart type de x, je connais l'écart type de y, donc je dois savoir quelle est la covariance. Donc, la variance de 0,2x plus 0,8y plus 5, c'est égal à 0,2 au carré fois la variance de x, alors 0,5 au carré, plus 0,8 au carré fois la variance de y, 0,4 au carré, plus 2 fois 0,2 fois 0,8 fois la covariance entre x et y. Alors, je répète, la variance de 0,2x plus 0,8y plus 5, c'est égal à 0,2 au carré fois la variance de x, plus 0,8 au carré fois la variance de y, plus 2 fois 0,2 fois 0,8 fois la covariance entre x et y. Et c'est égal à 0,114. J'isole ma covariance qui est égale à 0,1. Et la corrélation, c'est égal à la covariance divisée par l'écart type de x divisé par l'écart type de y. Question numéro 4. Alors, encore une fois, on vous donne la moyenne de x, la moyenne de y, l'écart type de x, l'écart type de y. Mais maintenant, on vous dit que la corrélation entre x et y, c'est 0,25. Alors, quelle est la variance de 0,2x plus 0,8y plus 5? Alors, la covariance, alors la corrélation, c'est égal à la covariance divisée par l'écart type de x, l'écart type de y. Et donc, la covariance, c'est égal à la corrélation fois l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, on calcule la covariance. Par la suite, la variance de 0,2x, ça va être 0,2 au carré fois la variance de x, plus 0,8 au carré fois la variance de y, plus 2 fois 0,2 fois 0,8 fois la covariance entre x et y. Donc, 0,1284. Question numéro 5. Le taux trimestriel est de 1,5 %.
Quel est le prix d'une obligation 25 ans d'une valeur nominale de 1000 $ avec coupon semestriel de 25 $? Donc, le taux trimestriel, alors on a des coupons semestriels et on a le taux trimestriel. Alors, I4 sur 4, c'est égal à 1,5 %. Je dois convertir I4 sur 4 à I2 sur 2, le taux semestriel. Donc, je peux convertir trimestriel à effectif et effectif à semestriel, ou ben donc, je peux aller directement à trimestriel. Donc, 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4, c'est égal à 1 plus I2 sur 2 à la puissance 2. J'isole mon taux d'intérêt semestriel. Et donc, le prix d'une obligation de 25 ans, alors c'est le prix d'une obligation avec une valeur nominale de 1000 $. Donc, je vais recevoir 25 $ à la fin de chacun des 50 prochains semestres. Et à la fin de 50 semestres, je vais recevoir 1000 $ en même temps. Donc, la valeur actuelle de 50 paiements de 25 $ plus un 1000 $ qui est reçu à la fin de 50 semestres. Dans votre calculatrice, paiement, N, future value, taux d'intérêt, compute present value, et ça vous donne le prix de l'obligation. Question numéro 6. I2 est égal à 7 %. Le taux d'intérêt convertible 2 fois par année est égal à 7 %. Une obligation 12 ans avec une valeur nominale de 1000 $ et coupon annuel de X est vendue pour 1200. Calculez X. Donc, j'ai besoin de savoir le taux d'intérêt annuel ou donc le taux d'intérêt effectif. 1 plus I2 sur 2 au carré est égal à 1 plus le taux effectif. Donc, 1 plus 3,5 au carré est égal à 1 plus le taux effectif. Mon taux effectif est égal à 7,1225. Donc, la valeur nominale est de 1000 $ à la fin de 12 ans. Je vais recevoir 12 coupons annuels de X et le prix de cette obligation, elle est de 1200 $. Je suis capable de calculer le coupon annuel de 96,57. Pour une obligation, le prix d'une obligation, si jamais je vous demande de calculer le prix d'une obligation, sachez que le prix va tout le temps se retrouver aux alentours de 1000 $. Pourquoi? La valeur nominale est de 1000 $ et généralement, les coupons sont donnés avec le taux d'intérêt du marché à l'émission. Alors, si c'est une obligation qui est de 20 ans et après 8 ans, le taux d'intérêt a bougé, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le prix, si les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation augmente. Si le taux d'intérêt augmente, le prix de l'obligation baisse. Donc, si jamais vous arrivez avec le prix d'une obligation à 8 000 $, vous avez fait une erreur, vous avez fait plus qu'une erreur de calcul, je veux dire, c'est une erreur de logique. Donc, le prix d'une obligation va tout le temps se retrouver aux alentours de 1000 $. OK, question numéro 7. Une rente de retraite annuelle débute aujourd'hui à l'âge de 65 ans. Alors, il y a une pogne ici. Le premier paiement est de 75 000 aujourd'hui et chaque paiement subséquent est indexé au taux d'inflation de 3 %. Donc, la croissance des paiements est de 3 %. Le dernier paiement a lieu à 100 ans si le taux effectif est de 7 %. Alors, il y a une autre pogne ici. Si le taux effectif est de 7 %, quelle est la valeur de cette rente? Le premier paiement est à 65 ans. Le dernier paiement est à 100 ans. Il y a combien de paiements? 36. Deuxièmement, le premier paiement se fait aujourd'hui. Toutes les formules de rente progressive en progression géométrique ou toutes les formules de perpétuité, la valeur au temps 0 est déterminée du cash flow au temps 1. Alors, la valeur de n'importe quelle perpétuité ou n'importe quelle progression géométrique, la valeur est calculée avec le premier paiement qui se fait dans une période. Donc, si c'est un paiement qui est aujourd'hui, il y a deux façons qu'on peut le faire. Soit qu'on fait le calcul il y a un an, on calcule la valeur il y a un an, puis on fait fois 1 plus i pour la ramener au temps 0. Ou ben donc, on sépare la série de cash flow. Il y a un premier paiement aujourd'hui de 75 000 et il y a 35 autres paiements. Alors, on calcule la valeur du 75 000 aujourd'hui et plus la valeur des 35 autres paiements. C'est deux façons de le faire. Ici, ce que j'ai fait, je me suis tout simplement placé à l'âge de 64 ans. Donc, à 64 ans, ça devient une rente en progression géométrique avec un premier paiement à 65 ans. Il y a 36 paiements en tout. Et je calcule la valeur à 64 ans. Donc, quelle est la valeur à 65 ans? C'est la valeur à 64 ans fois 1 plus i.
Une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est de le calculer à 65 ans. Il y a un premier paiement de 75 aujourd'hui et il reste 35 paiements avec le prochain paiement qui serait 75 fois 1,03. Les deux façons sont acceptables de le faire et dans le TP, dans l'examen de automne 2020, qui était votre TP, c'est d'ailleurs, il y avait une question exactement comme ça, avec 480 paiements mensuels. Donc, on ne pouvait pas vraiment se placer il y a un an. Il fallait donc décomposer les 36 paiements. Ici, on aurait décomposé les 36 paiements avec un paiement aujourd'hui de 75 000 et on calcule la valeur des 35 autres paiements avec le premier paiement la prochaine année de 75 000 fois 1,03. Les deux devraient vous donner exactement la même réponse. Question 8. Une rente annuelle de 35 000 est payée à la fin de chacune des 30 prochaines années. Le taux d'intérêt pour les 10 premières années de 8 7 pour la décennie suivante et 6 par la suite. Alors, c'est similaire à la question 2 de l'examen de automne 2020. Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul? Quelle est la valeur actuelle de cette rente? C'est la valeur actuelle des 10 premiers paiements escomptés à du 8 Donc, je vais faire au temps 0, les 10 premiers paiements, je vais les escompter au temps t est égal à 0. Pour les 10 paiements suivants, les 10 paiements de 35 000, je vais les escompter à du 7 Alors, pour les paiements 11 à 20, je vais faire le calcul au temps t est égal à 10 avec du 7 Mais pour les ramener au temps t est égal à 0, les 10 premières années sont escomptées à du 8 Pour les 10 derniers paiements, alors je vais faire le calcul à t est égal à 20, je vais faire la valeur actuelle des 10 derniers paiements de 35 000, je vais les escompter à 6 La valeur, elle est faite à t est égal à 20. Pour les ramener au temps t est égal à 10, je vais escompter à du 7 pendant 10 ans. Et pour les amener au temps t est égal à 0, je vais les escompter à du 8 pour les 10 premières années pendant 10 ans. Et ça me donne la valeur de ma rente. Question numéro 9. Une firme est financée 50 par un emprunt à 4 Les intérêts sont déductibles d'impôt pour la firme. 40 c'est financé par des actionnaires qui s'attendent à du 10 et 40 c'est par des actionnaires ordinaires et 10 par des actions privilégiées qui payent un dividende de 8 Alors, si le dividende est constant et paye du 8 c'est le rendement des actions privilégiées. Le taux sans risque est de 3 rendement du marché est de 10 Le taux sans risque, c'est le taux d'inflation. Historiquement, du moins dans les 25-30 dernières années, le taux d'inflation était de 3 Donc, quasiment toutes les questions vont avoir un taux d'inflation d'environ 3 Et sur n'importe quelle période de 25 ans, si vous remontez à 1900, n'importe quelle période de 25 ans, vous allez faire environ du 10 à la bourse ou 7 net d'inflation. Et ça, c'est comme un chiffre qui est magique. Si vous investissez à la bourse, vous faites normalement 7 du plus que l'inflation. Le taux sans risque, rendement attendu du marché, la firme est taxée à 30 La corrélation entre le rendement de la firme et celui du marché est de 0,6. L'écart type de la firme est égal à l'écart type du marché. Quel est le coût du capital de la firme? Alors, ça, c'est une belle question parce que l'écart type de la firme est égal à celle du marché, qui rend notre calcul qui simplifie notre calcul. Donc, le bêta de la firme est égal à la covariance de la firme et le marché. Alors, je vais même mettre Common Share ici. Alors, c'est égal à la covariance entre le titre et le marché divisé par la variance du marché. Et la covariance entre le titre et le marché, elle est égale à la corrélation entre le titre et le marché fois l'écart type du titre et l'écart type du marché. Mais on nous dit que l'écart type du titre et l'écart type du marché est égal. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bêta, écart type fois écart type va être écart type au carré divisé par écart type au carré. Ils viennent s'annuler. Donc, le bêta va être égal à la corrélation, est égal à 0,6.
Le rendement du titre, elle est égale au taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché, qui historiquement, je vous dis, c'est du 7 %. Donc, les actionnaires de ce titre s'attendent à du 7,2 %. Donc, j'ai 50 % de la firme qui est financée par de la dette à 4 %, mais pour chaque dollar d'intérêt qui est payé, on va réduire notre bénéfice imposable de 1 $. Et pour chaque dollar de bénéfice imposable perdu, ça veut dire qu'on économise 30 cents en taxes. Donc, pour chaque dollar d'intérêt qui est versé, on économise 30 cents en taxes. Donc, on paye juste 70 % du coût de la dette. Donc, 4 % avant impôt, c'est comme 2,8 % après impôt pour la firme, parce que les intérêts sont déductibles d'impôt. 10 % de la firme s'attend à du 8 % et 40 % de la firme s'attend à du 7,2 %. Donc, le coût moyen pondéré du capital de la firme, 5,08. Ce 5,08, tous les projets vont être escomptés avec ce taux d'intérêt. Si on a des projets qui ont une valeur positive, on va les accepter. Si on a des projets avec des valeurs négatives, on va les rejeter. Et ça, c'est tout le cours Finance 2. Alors, problème 10. Un investisseur prévoit prendre sa retraite à 65 ans. Il assume que le rendement de son fonds de retraite sera de 11 % avant la retraite et 7 % par la suite. Pourquoi? Mais une personne qui est âgée de 25 ans peut investir davantage à la bourse. Alors, en ce moment, je suis relativement jeune. J'ai 100 % de mon portefeuille qui est investi à la bourse. J'ai emprunté 20 % plus 100 % de mon argent. J'ai investi 120 % à la bourse. Pourquoi? Étant jeune, je peux prendre plus de risques. Alors, sur 40 ans, alors si je prends ma retraite à 70 ans, 75 ans, sur 40 ans, je vais faire des rendements de 11 % en moyenne. Maintenant, en mars de l'année passée, j'ai perdu 40 %, mais quand même, ça rebondit assez rapidement. 2020, c'était une de mes meilleures années. En 2009, j'ai perdu 50 % dans mon portefeuille, mais 2010, 2011, 2012, 2010 à 2019, des très bonnes années. Donc, avant la retraite, on peut prendre plus de risques. Mais si on prévoit prendre notre retraite à 65 ans, à 64 ans, on ne devrait pas être investi 100 % à la bourse parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre 50 % l'année avant notre retraite. Donc, on va être davantage investi dans des obligations qui ont moins de risques et donc moins de rendement. Donc, après la retraite, on ne peut pas se permettre de subir un crash économique. On va être investi plus en obligations, donc on va avoir moins de rendement, mais on prend moins de risques. Avant la retraite, on devrait prendre plus de risques parce qu'on va avoir plus de rendement. On est capable de subir une mauvaise année si on va avoir 24 années formidables en conséquence. Alors, aujourd'hui, il y a 25 ans, il contribue 20 000 dans son REER aujourd'hui. Il prévoit augmenter sa contribution de 3 % par année. Alors, c'est ça. Avec des augmentations salariales, généralement, on contribue. Alors, si le maximum, c'est 18 % de notre salaire, c'est 20 000 et on s'attend à des augmentations salariales de 3 % par année. Et on paye tout le temps 18 % dans notre REER, donc notre contribution va augmenter de 3 % par année. Immédiatement après la dernière contribution qui se fait le jour de son 65e anniversaire, alors il y a une pogne là, il recevra une rente annuelle perpétuelle de R, calculée R. Maintenant, il y a deux façons qu'on pourrait faire ce calcul, mais qu'est-ce qui est très important, c'est que le premier paiement se fait à 25 ans et le dernier paiement se fait à 65 ans. Donc, il n'y a pas 40 paiements, il y en a 41. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux calculer la valeur à… Alors, les rentes en progression géométrique, je dois faire le calcul une année avant le premier cash flow. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux me placer à t est égal à 24 ans. À t est égal à 24 ans, le premier paiement va se faire à 25 ans, son premier paiement est de 20 000. Alors, je peux calculer la valeur à t est égal à 24 ans. La valeur actuelle de tous ces paiements, 238 000. Ce chiffre ne veut rien dire. Par contre, de 24 à 65 ans, je l'accumule à du 11 % pendant 41 années. Et donc, ça veut dire que dans mon REER, j'ai 17 millions à 65 ans. Pas pire. Et c'est toutes des données qui sont raisonnables. Alors, 11 % c'est un peu élevé, c'est assez libéral comme estimation, mais mettez du 8-9 % et vous allez quand même avoir un très beau chiffre ici qui va peut-être être de 7-8 millions. Donc, à 65 ans, il y a 17,2 millions de dollars dans le compte. Il y a un problème. Le premier, alors ça, c'est la valeur à 65 ans. Le premier paiement se fait à 65 ans.
Donc, pour les rentes perpétuelles, le calcul doit se faire avec un premier paiement dans une période. Et le premier paiement se fait aujourd'hui. Donc, on va décomposer cette rente. Alors, on va avoir un paiement à 65 ans plus des paiements de 66 à l'infini. Et en conséquence, on peut faire le breakdown. Donc, le 17,2 millions, la valeur actuelle, c'est 17,2 millions. C'est égal à un premier paiement à 65 ans, plus la valeur actuelle de tous les paiements de 66 à l'infini. Donc, on est capable par la suite de calculer la valeur de la rente. Une autre chose qu'on aurait pu faire, on a la valeur à 65 ans, on peut diviser par 1 plus 7 %. Alors, on divise par 1,07 pour calculer la valeur à 64 ans. Et ça, ce serait une rente perpétuelle avec un premier paiement à 65. Donc, on calcule la valeur à 64 et ce serait égal à R divisé par 0,07 parce que le premier paiement se ferait à 65 ans. Question numéro 11. Un investisseur assume que le rendement de son REER sera de 10 % avant la retraite et 5 % après la retraite. Aujourd'hui, le jour de son 25e anniversaire, il met 20 000 dans son REER et sa contribution augmente de 3 %. C'est ça. Le dernier paiement se fait le jour de son 65e anniversaire. Le jour de son 66e anniversaire, il recevra 100 000. Alors là, ça devient une rente à 65, on calcule la valeur. Et donc, le premier paiement se ferait à 66. Alors, on n'aura pas besoin de s'ajuster. Le premier paiement annuel d'une rente perpétuelle est croissante. Calculer le taux de croissance de cette rente. Donc, même chose, on calcule la valeur à 65 ans. Donc, c'est 10 % avant et 5 % après. Donc, encore une fois, on va se mettre à t est égal à 24 ans. On va calculer la valeur des 41 paiements à du 10 % avec le taux de croissance de 3 %. On calcule la valeur à 24 ans qui ne veut rien dire. 24 ans fois 1 plus 1 pendant 41, alors 10 % pendant 41. Ça nous donne la valeur à 65 ans, donc 13 millions, qui est quand même très beau. Et 13 millions à 65 ans, le premier paiement de 100 000 se fait à 66 ans divisé par I moins G. Donc, on isole notre G. Ça veut dire que le taux de croissance des paiements devrait être un peu plus que 4 %. Question numéro 12. Le taux effectif est de 4,5 %. Une hypothèque de 230 000 est remboursée sur 20 ans avec des paiements mensuels, 240 paiements. Après 5 ans, le prêt est renégocié au nouveau taux d'intérêt du marché. La durée du prêt demeure le même, mais la mensualité chute de 120 $. Calculez le nouveau taux effectif du marché. Donc, de effectif, on doit premièrement convertir effectif à périodique. Donc, notre taux périodique, on le calcule. Et par la suite, on calcule la valeur de la mensualité. Maintenant, c'est certain que j'ai 3 groupes, donc 30 questions, 10 questions par groupe. C'est certain que chaque groupe va au moins recevoir une fois, soit une question, quel est l'intérêt crédité avec le énième paiement? Quel est le principal remboursé avec le énième paiement? Ou n'importe quelle question qui a rapport avec le solde, comme celle-ci. Donc, on va calculer le solde du prêt après 5 ans. Alors, on a calculé notre mensualité. Et le solde du prêt après 5 ans, c'est la valeur actuelle des 15 années, des paiements sur les 15 années qui restent. Alors, sur 15 ans, il reste 180 paiements. La valeur actuelle de ces 180 paiements, c'est le solde du prêt au temps t est égal à 5 années. Et au temps t est égal à 5 années, on nous dit que la durée du prêt, calculer le nouveau taux effectif du marché. Alors, on dit que le nouveau solde du prêt, elle est égale à la valeur, le taux d'intérêt du marché, elle a changé et le paiement, elle a chuté de 120 $. Donc, le paiement est allé de 1443 à 1323 et on nous dit que ce solde est égal à la valeur actuelle de 180 paiements de 1323 et 1323. Donc, on est capable de calculer le nouveau taux d'intérêt mensuel qu'on va par la suite convertir à effectif. Donc, c'est certain que vous allez au moins avoir, probablement les 3 groupes vont avoir chacune de ces questions-là. Intérêt avec le énième paiement, principal avec le énième paiement
et solde après N paiement. Donc, pour l'intérêt et le principal, pour l'intérêt après N paiement, alors si je vous dis quel est l'intérêt payé avec le 60e paiement, vous devez calculer le solde au début de la période. Donc, le solde après 59 paiements, qui est la valeur actuelle de tous les paiements qui restent. Ça, c'est le solde. Et l'intérêt crédité dans la période suivante, ça va être le solde fois I, I étant le taux périodique. Pour le principal, ben, on a tout simplement besoin de calculer les intérêts et on soustrait ça de la mensualité. C'est le principal qui est remboursé. Ou ben donc, vous calculez le solde au début de la période et le solde à la fin de la période. Et la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé pendant la période. Alors, c'est certain qu'à chaque examen, vous allez avoir, sur 20 questions, il y a tout le temps au moins une de chacune de ces 3 questions qui se retrouvent. Question 13. Taux effectif 4,5 %. Hypothèque de 230 000 remboursée avec paiement mensuel. Après 5 ans, le prêt est renégocié au nouveau taux d'intérêt du marché. La mensualité demeure le même, mais le prêt sera repayé 4 mois en avance. Donc, encore une fois, on calcule la mensualité. On calcule le solde après 5 ans. C'est la même question. Je ne fais plus ça de toute façon. Alors, c'est le même solde après 5 ans. Et on nous dit que ce nouveau solde serait repayé, au lieu de repayer ça avec 15 années, c'est 15 années moins 4 mois. Donc, au lieu de 180 mois, c'est payé avec 176 mois. Alors, on calcule le nouveau taux d'intérêt mensuel. Et le nouveau taux d'intérêt mensuel, on le convertit à effectif. Une belle question, ça. Question numéro 14. Le taux d'intérêt effectif est de 10 %. Le prochain bénéfice net anticipé de la compagnie sera de 4 millions répartis sur 1 million d'actions. Donc, le bénéfice net par action est de 4 earnings per share, anticipé de la prochaine période. Donc, au temps 1, on anticipe un earnings per share de 4 La compagnie distribue 40 % de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, pour 40 % du 4 1,60 serait distribué en dividendes. Le prix de l'action est de 32 $. La compagnie réduit le taux de dividende à 30 %. Le prix de l'action grimpe à 60 %. Premièrement, si on coupe le dividende, probablement que le prix va chuter, mais c'est pour d'autres raisons. Quelle est l'augmentation du taux de croissance suite à une réduction du taux de dividende? Donc, si on réduit le dividende, on réinvestit davantage dans la compagnie, donc on va générer plus de croissance. Si on augmente le dividende, on réinvestit moins des profits dans la compagnie, donc on a moins de croissance. Donc, imaginez le dépanneur du coin. Le dépanneur du coin, à la fin de l'année, tous les profits, il se met ça dans ses poches. Alors, il y a un dépanneur au début de l'année, il y a un dépanneur à la fin de l'année. Le dépanneur, il n'y a aucune croissance. Par contre, supposons qu'un dépanneur prend cet argent-là, il se paye un peu d'argent comme dividende pour se payer, mais le reste, il réinvestit dans un autre dépanneur et un autre dépanneur et un autre dépanneur. C'est principalement l'histoire de couche-tard. Alors, on réinvestit davantage, on devient de plus en plus gros et plus qu'on devient gros, plus qu'on devient gros parce qu'on réinvestit davantage dans la compagnie. Donc, si on paye 40, si le earnings per share de 4 et on verse 40 % en dividendes, ça veut dire qu'on paye 1,60 en dividendes. Le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Et on dit que ça, c'est égal à 32 $. Donc, notre taux de croissance, elle est de 5 %. Si par contre, on verse du 4 $ par action, on verse 30 %, ça veut dire qu'on verse 1,20 en dividendes par action. Et le prix d'une action, si on dit qu'il grimpe à 60, ça veut dire que le 60 $, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Donc, notre taux de croissance va grimper à 8 %. Mais alors, c'est une augmentation du taux de croissance de 5 à 8 %, une augmentation de 3 %. Par contre, si on coupe le dividende, généralement, c'est très mal perçu par les actionnaires parce qu'on coupe juste le dividende si on n'a pas le choix de le faire. Et la tête des dirigeants va être sur le tranchant en conséquence. Alors, Carnival a coupé le dividende l'année passée à cause de la pandémie. Alors, il y a personne qui prenait des croisières. Ils voulaient préserver du capital. Bank of America, en 2008, a coupé le dividende et la crise, c'était au début de la crise financière. Alors, on ne le savait pas à l'époque, mais maintenant, en rétrospectif, on voit que ça allait très mal pour la compagnie à cause de tout son portefeuille d'hypothèques subprime.
Alors, quand on coupe le dividende, généralement, les actionnaires vont assumer qu'il y a quelque chose de très mauvais qui se passe chez la compagnie. Mais ici, c'est juste, c'est juste une question hypothétique. Mais normalement, coupe le dividende et le prix de l'action. Si tu coupes le dividende de 10 le prix de l'action va chuter de 50 Augmente le dividende de 10 le prix de l'action va augmenter de 10 Normalement, les gestionnaires vont juste augmenter le dividende s'ils savent que dans le futur, ils ne vont jamais devoir le couper. OK, question 15. Taux effectif est de 10 prochain bénéfice anticipé de 4 millions et réparti sur 1 million d'actions. Alors, earnings per share de 4 on dit la compagnie distribue 40 de ses bénéfices sous forme de dividendes et l'action est de 32 Ce que je pense pour ces questions, c'est que j'avais deux groupes. Alors, j'avais des questions qui étaient similaires, puis j'ai réparti ça sur deux groupes. Alors, je ne pense pas que c'est le même groupe qui avait la même question. Si la compagnie réduit le taux de dividende de 30 le prix de l'action chute à 30 ce qui est plus logique. Quelle est l'augmentation du taux de croissance suite à une réduction du taux de dividende? Donc, on paye 1,60, on calcule le taux de croissance. On paye 30 on calcule le taux de croissance. Donc, le taux de croissance augmente de 1 Mais la question 15 est beaucoup plus logique que la question 14 parce que couper le dividende, généralement, tu vas voir le prix de l'action qui va chuter. Mais il va généralement chuter plus que juste de... il va chuter juste de plus que juste de 2 OK, question 16. Calculer la covariance entre X et Y. Alors, on doit premièrement calculer l'espérance de X. Alors, X peut valoir 5, 25 du temps, peut valoir 10, 25 du temps, peut valoir 15, 25 du temps, peut valoir 20, 25 du temps. Y peut valoir 10, 40 du temps, 20, 30 du temps. Alors, on calcule l'espérance de X, on calcule l'espérance de Y. Maintenant, c'est une question qui est relativement longue. Quand je vous demande de calculer une covariance, je ne vais pas avoir une question avec 16 scénarios. Alors, j'essaie de garder ça plus petit. Mais la réalité, c'est que quand vous avez un échantillon, votre échantillon va être énorme. Vous allez avoir des millions, mais je ne peux pas mettre des millions à un examen. Donc, pour calculer la covariance entre X et Y, 10 du temps, X vaut 5. On va faire 5 moins sa moyenne fois 10 moins sa moyenne. 10 du temps, X vaut 10, Y vaut 10. Alors, je vais faire 10 moins la moyenne fois Y moins la moyenne fois 10 Et je vais faire ça pour les 16 situations. Et à la toute fin, je vais calculer la covariance qui est égale à 0. Alors, la covariance, elle est égale à 0, donc la corrélation, elle est égale à 0. Donc, on peut dire que X et Y sont indépendants. Alors, pour les questions 17 et 18, j'adore cette question. Ça, c'est de toutes les questions que j'ai faites dans tous mes examens, c'est ma préférée parce que ça reflète exactement la réalité d'acheter une maison versus investir à la bourse. Alors, l'âge de la retraite, 65 ans. Taux hypothécaire, 4 effectif. Rendement de la bourse, 10 effectif. Alors, l'investisseur Y est âgé de 20 ans. Il emprunte 400 000 pour s'acheter une maison qu'il rembourse avec des paiements mensuels sur 25 ans. À 30 ans, il renégocie son prêt. Alors, après 30 ans, il est payé 10 ans. Il va renégocier son prêt, va réduire la mensualité. Alors, il reste 15 ans à payer, il va renégocier, il va sur 25 ans. Donc, le prêt va être payé à 55 ans et la différence dans la mensualité, il va investir ça à la bourse. À 40 ans, il reste 15 ans sur ce nouveau prêt. Il va renégocier le prêt sur 25 ans, donc il devient payable sur 65 ans. La mensualité va baisser, il va prendre cet argent-là et il va l'investir à la bourse. Maintenant, comparé à l'investisseur Z qui a 20 ans, il emprunte 400 000 pour acheter une maison qu'il rembourse avec des paiements mensuels sur 25 ans. Par la suite, la mensualité qu'il mettait dans sa maison, il va l'investir à la bourse de l'âge de 45 ans à 65 ans. Maintenant, la raison pourquoi j'aime bien cette question, c'est la raison pourquoi je dis souvent, ne faites pas le 13e paiement si vous pouvez l'investir à la bourse ou placer ça dans votre REER. Si vous avez le choix de placer dans votre REER ou de rembourser votre prêt hypothécaire, investissez dans votre REER dans un portefeuille diversifié à la bourse. Donc, c'est un très bel exemple parce que c'est toutes des données qui sont réalistes. Alors, calculer la valeur du portefeuille de Y à la retraite, on va commencer avec Z. Alors, la première chose, c'est qu'on calcule le taux d'intérêt mensuel et on calcule la mensualité. Donc, entre 20 et 45 ans,
on va avoir remboursé la maison. À 45 ans, la maison, elle est payée. Et on va, pour les 20 années qui restent, on va mettre 2095 à la bourse sur la durée du prêt, jusqu'à 65 ans. Donc, pendant 20 ans, on va mettre 2000 à la fin de chaque mois à la bourse. On va avoir 1 505 000 à la retraite à 65 ans. Par contre, qu'est-ce que Y il fait? C'est que lui, il a la même mensualité au tout début. Après 10 ans, il reste quand même 15 ans à payer. On calcule le solde de son prêt et il va renégocier ce solde sur 25 ans. On calcule une nouvelle mensualité, donc une économie mensuelle de 600 $. Il va prendre ce 600 $ et de l'âge 35 jusqu'à 65, il met 600 $ dans son REER. Maintenant, après 20 ans, à 45 ans, il reste quand même 15 ans à payer sur ce nouveau prêt, alors 15 paiements de la nouvelle mensualité. Il calcule le solde du prêt et il renégocie ce solde sur 25 ans. Donc, la mensualité va baisser de 1 491 à 1 061, une économie de 427. Et il va placer 427 de l'âge de 45 ans jusqu'à 65 ans. Maintenant, à 65 ans, il a maintenant fini de payer sa maison. Alors, la maison, elle est payée, elle, à 65 ans. Mais de 35 ans à 65 ans, il a mis 600 $. Et de 45 ans à 65 ans, il a mis 429. Donc, à la toute fin, il va avoir, alors, de 35 ans de 30 ans, je veux dire, à 35 ans, il va avoir fait 420 paiements de 604 $. Et de 40 ans à 65 ans, il va avoir mis 25 ans, alors 300 paiements de 429 supplémentaires. Il va avoir 2,5 millions. Y et Z ont tous les deux payé leur maison. Z, il a payé sa maison à 45 ans, puis par la suite, il a investi pour la retraite. Y, il a payé sa maison juste le jour de sa retraite, mais il a placé davantage dans son REER. Et remarquez que Y, il est riche de 1 million de plus que Z. C'est la raison pourquoi je dis ne faites pas le 13e paiement si à la place, vous êtes capable d'investir votre argent à la bourse. Alors, la raison pourquoi Y est beaucoup plus riche, c'est que lui, il a fait des paiements beaucoup plus de bonheur qui faisaient du 10 par année. Tandis que Z, il a attendu jusqu'à 45 ans parce qu'il remboursait du 4 au lieu d'investir dans du 10 %. Alors, dès que Y pouvait investir à la bourse, il payait moins dans sa maison, mais la différence, il investissait à la bourse. Alors, il y a une raison de faire le 13e paiement. Alors, si tu as maximisé tous tes REER et tous tes crédits d'impôt sont maximisés, ouais, tu pourrais faire le 13e paiement. Mais même si tu n'as pas le crédit d'impôt, si tu rembourses 10 000 $ d'hypothèque ou si tu places 10 000 à la bourse, tu vas faire 10 bien, ça va être taxable. Même après les taxes, je veux dire, tu vas faire du 8,5 %. Une hypothèque, c'est gros max 4 même 3 %. Alors, pourquoi rembourser de la dette à 3 quand on peut investir à du 10 %? Alors, ici, c'est encore une fois, alors ça, c'était l'autre groupe. Alors, Y et Z. Alors, Y, maintenant, les deux sont âgés de 30 ans, alors tout aussi pertinent. Alors, à 35 ans, il va renégocier le prêt sur 25 ans, alors de 35 à 60. Et à 40 ans, il renégocie le prêt sur 25 ans, alors de 40 à 65. C'est exactement la même chose. Alors, si on débute plus tard, alors si on commence à l'âge de 30 ans, alors qu'est-ce qui arrive pour Z? Il emprunte 400 000 pour se payer une maison. Il va l'avoir remboursé à 55 ans. Par la suite, il met la mensualité dans son REER pendant 10 ans. Alors, après 10 ans, il va avoir 418 000 à 65 ans pour Z. Par contre, Y, à chaque 5 ans, il renégocie son prêt. Alors, il a la même mensualité au tout début. Il va payer pendant 5 ans. Après 5 ans, il reste 20 ans de paiement. Il va calculer le solde. Il va renégocier ce solde sur 25 ans. Alors, la mensualité va baisser. Il va mettre la différence de l'âge de 35 ans à 60. Il va mettre ça dans son compte. Par la suite, à 40 ans, il reste toujours 20 ans à payer sur le nouveau prêt. Alors, le solde est calculé. Il renégocie sur 25 ans. Alors, on a une nouvelle mensualité et la différence, il va l'investir à la bourse à du 10 et donc, en conséquence, vu qu'il investit davantage, plus rapidement à la bourse, alors plus de bonheur, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va avoir plus d'argent.
Y et Z, tous les deux mettent les mêmes montants à la bourse. Par contre, Y le fait plus de bonheur et donc les intérêts sont composés pendant plusieurs années supplémentaires. Alors, je les adore, ces questions-là. Alors, la raison 21, expliquer pourquoi le portefeuille de Y est plus grand que Z, c'est que Y est en train d'investir à du 10% effectif en évitant de rembourser du 4% effectif. Alors, on appelle ça le coût d'opportunité. Alors, si tu achètes une maison et ta maison elle gagne 3 par année, mais tu aurais pu emprunter cet argent-là et de le mettre à la bourse à du 10 le 7 de différence, on appelle ça le coût d'opportunité. OK, problème 22. X est une variable aléatoire de moyenne mu et de variance sigma carré. Calculer la covariance entre X et lui-même, covariance entre X et X, c'est-à-dire la covariance entre X et lui-même. Alors, ceux qui se souviennent de leur cours de maths, ils sont assez confortables avec des maths pures. La covariance entre X et X, c'est la variance. Alors, si vous faites la formule, la covariance entre X et Y, c'est toutes les X moins la moyenne fois Y moins la moyenne fois la probabilité de X et Y. Alors, la covariance entre X et lui-même, c'est X moins sa moyenne fois X moins sa moyenne fois la probabilité de X et de X. Alors, tout simplement la probabilité de X. Et ça devient tout simplement la somme de toutes les X moins la moyenne au carré fois la probabilité de X, qui est par définition la variance. Une autre solution, la corrélation entre X et lui-même devrait être parfaite. Donc, la corrélation, c'est égal à la covariance divisée par l'écart type de X, l'écart type de Y. Et ça, c'est égal à 1. Donc, corrélation fois écart type fois écart type, ce serait 1 fois écart type fois écart type. Encore une fois, ce serait la variance.